Bonjour et bienvenue dans ce cours de culture générale consacré à l'innovation dans la santé. Dans une première partie, nous allons parler de l'e-santé. Dans une deuxième partie, nous allons parler robotique. Et enfin, dans une troisième et dernière partie, nous allons parler des innovations au service du corps humain. Attaquons d'ores et déjà la première partie consacrée à l'e-santé. Les objectifs de l'e-santé sont simples. Le premier, c'est de réduire les inégalités territoriales en palliant les déserts médicaux. Deuxième objectif, c'est de développer le service à domicile et de proximité pour favoriser l'autonomie et baisser les coûts de prise en charge en structure. Troisième objectif, faciliter la coordination des soins grâce à des plateformes de communication. Enfin, quatrième et dernier objectif, accompagner les évolutions de territoire en diffusant les innovations de la santé. Ce qui symbolise aujourd'hui l'essor de l'e-santé, c'est le développement de la télémédecine. La télémédecine, c'est une forme de pratique médicale à distance qui utilise les technologies de l'information et de la communication. Elle va mettre en rapport un patient avec un ou plusieurs professionnels de santé. La télémédecine va permettre d'apporter une réponse organisationnelle et technique à de nombreux défis épidémiologiques, comme par exemple le vieillissement de la population. Elle va permettre d'offrir une réponse aussi aux problèmes démographiques ou encore économiques. Aujourd'hui, les objectifs de la télémédecine sont triples. En premier lieu, c'est d'améliorer l'accessibilité de tous à des soins de qualité, notamment en désenclavant les territoires. Deuxième objectif, améliorer la coordination entre les professionnels et les structures de soins ambulatoires, hospitaliers et médico-sociaux. Troisième objectif, améliorer le parcours de soins des patients. On définit généralement 4 actes de télémédecine. Premier acte, la téléconsultation, qui va permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient. Deuxième acte, la téléexpertise, qui va permettre à un professionnel médical de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux. Troisième acte, la télésurveillance médicale, qui va permettre à un professionnel médical d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient. Quatrième et dernier acte, la téléassistance médicale, qui va permettre à un professionnel médical d'assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d'un acte. Les avantages de l'e-santé pour le patient sont les suivants. Elle va permettre un parcours de soins plus performant, plus rapide, plus accessible et surtout moins coûteux. Les avantages de l'e-santé pour les professionnels de santé sont les suivants. La pratique médicale va gagner en efficacité et surtout en proximité avec une amélioration de la relation médecin-malade. L'e-santé va aussi permettre un partage des connaissances plus important. Et surtout, elle va permettre un décloisonnement entre la médecine de ville, l'hôpital et le secteur médico-social. Les avantages de l'e-santé pour la sécurité sociale sont les suivants. Elle va permettre de prendre en charge de manière beaucoup plus fiable et surtout de manière beaucoup plus coordonnée les patients, générant ainsi des économies de temps et d'actes, et in fine des économies financières. L'e-santé est aujourd'hui confrontée à 6 problématiques. La première, c'est la confidentialité des données personnelles. La deuxième, c'est la gestion du déploiement des solutions techniques. La troisième, c'est la formation du personnel. Citons par exemple le système Via Trajectoire qui a été difficile à implémenter dans les hôpitaux car le personnel n'était pas suffisamment formé pour cela. Le quatrième problème, c'est celui des connexions, notamment pour les territoires qui ne bénéficient pas d'une connexion haut débit. Cinquième problème, celui de la tarification de l'acte à distance. Combien doit-on facturer aux patients? Sixième et dernier problème, c'est la construction d'un modèle économique pérenne à long terme. Maintenant, nous attaquons la deuxième partie de notre cours consacrée à la robotique. Commençons par parler de la robotique en salle d'opération. Aujourd'hui, de nouvelles techniques chirurgicales s'appuient sur l'utilisation des robots. Notons cependant que ces robots restent des opérateurs dépendants. Il est aujourd'hui impossible de leur confier une tâche entièrement automatique. Ainsi, un robot médical est forcément piloté par un médecin. Le robot Da Vinci est un des robots médicaux en salle d'opération les plus connus. Il est équipé de 3 ou 4 bras manipulateurs. Un bras tient une caméra endoscopique qui donne une vue en 3 dimensions au chirurgien.
Les autres bras tiennent des objets tels qu'un bistouri qui peut découper les tissus. Les bras manipulateurs ont plus de liberté qu'une main humaine et ils permettent une plus grande précision. Sachez, par curiosité, que le robot Da Vinci coûte entre 1 et 2 millions d'euros en France. Deuxième robot médical à connaître, le VIROB, le microbot magnétique. C'est un nanorobot d'1 mm de diamètre qui peut ramper à travers les vaisseaux et les cavités des patients. Il est contrôlé par un champ magnétique externe. Le VIROB peut être utilisé pour délivrer par exemple une quantité précise de produits médicamenteux à travers un terrain tortueux, par exemple l'oreille. Sachez cependant qu'il peut aussi se coincer dans un endroit restreint, créant ainsi des obstructions de vaisseaux sanguins. Il y a donc encore beaucoup d'améliorations à apporter sur le VIROB. Troisième type de robot que vous devez connaître, les robots d'assistance à la personne. Ce sont majoritairement des robots humanoïdes qui vont fournir à la fois une aide physique, mais qui jouent aussi un rôle social auprès des patients. Les robots de téléprésence, en complément de la téléassistance, vont permettre le déclenchement par exemple d'une visioconférence avec un proche ou avec un centre de téléalarme. Certains d'entre eux peuvent même détecter des situations anormales, comme par exemple l'absence de mouvement. Parlons maintenant du robot Paro, celui que vous voyez sur votre gauche. Ce sont des compagnons thérapeutiques qui semblent pouvoir être utiles aux personnes âgées, démentes ou non, en particulier lorsqu'elles sont dans un endroit qui ne permet pas d'avoir d'animaux vivants. Paro va amener la curiosité auprès du patient et va stimuler l'éveil des malades. Sa forme réconfortante permet notamment aux malades de le serrer dans leurs bras sans appréhension. Sachez cependant que Paro n'est pas un jouet. C'est un dispositif à part entière dans le parcours des soins, notamment pour la maladie d'Alzheimer. Autre robot que vous devez connaître, le robot Nao. C'est un robot humanoïde intelligent, agrémenté de la solution Zora, qui a été conçu pour apporter aide et assistance au personnel en charge des personnes âgées des maisons de retraite. Il est doté de capteurs, il voit, il entend et se déplace librement. Quels sont les avantages de la robotique chirurgicale? Elle va permettre une précision du geste, une sécurité, ainsi qu'une réduction significative de la douleur et de la durée d'hospitalisation des patients. Quels sont les avantages des robots d'assistance à la personne? Ils vont permettre notamment de pallier l'absence d'une personne médicale. En EHPAD, ils vont susciter l'enthousiasme, la curiosité et l'interaction avec les personnes âgées. Ils peuvent être aussi utilisés à des fins thérapeutiques, grâce à des exercices programmés, notamment pour stimuler la mémoire. A l'inverse, quels sont les inconvénients de la robotique chirurgicale? Pour l'instant, le robot va imposer l'utilisation de certains outils aux chirurgiens. Il nécessite aussi des mises à jour logicielles importantes. Aujourd'hui, le nombre d'interventions pratiquées avec un robot est encore trop peu important pour que le chirurgien ait eu le temps de prendre parfaitement connaissance de ce nouvel outil. Enfin, la rentabilité économique du projet est encore non assurée. Quel est aussi l'inconvénient des robots d'assistance à la personne? L'inconvénient est unique. C'est la peur du personnel soignant de voir le robot un jour remplacer l'homme. Maintenant, nous arrivons à la troisième et dernière partie de notre cours, consacrée aux différentes innovations qui sont au service du corps humain. On va ici parler notamment des prothèses bioniques. Une prothèse consiste à remplacer une articulation à l'intérieur du corps. L'objectif est donc de remplacer l'articulation détériorée en s'appuyant sur les muscles présents pour restituer la fonction démembrée. Le membre bionique est un membre entier. Les muscles et les articulations sont remplacés en même temps par un système qui est autonome dans son fonctionnement. Les membres bioniques sont surtout aujourd'hui des bras, des mains, des jambes, des oreilles et même des yeux. Parlons désormais d'une des innovations médicales les plus enthousiasmantes de ce siècle, la création du cœur artificiel. C'est la société Carmat qui s'est lancé le pari de réaliser le premier cœur entièrement artificiel. La société essaye d'être au plus près du mimétisme du cœur naturel, notamment par le choix de sa taille, par le choix des matériaux de structure et aussi par le choix de ses fonctions physiologiques. Il va permettre, sous réserve de la réussite des essais cliniques, de sauver chaque année la vie de milliers de patients sans risque de rejet et avec une bonne qualité de vie.
Le premier patient a été implémenté en décembre 2013. Il était décédé 74 jours plus tard. 4 autres patients ont reçu un cœur artificiel, mais malheureusement, ils sont encore tous décédés. Le premier frein qui existe aujourd'hui au développement de ces technologies, c'est le coût. En effet, comptez entre 25 et 35 000 euros une prothèse bionique. Et ce prix peut même monter jusqu'à 60 000 euros pour une prothèse de main haut de gamme. De la même manière, le cœur artificiel de Carmat coûte entre 140 000 et 180 000 euros, soit à peu près le coût d'une transplantation cardiaque. Le second frein au développement de ces technologies, c'est le temps. En effet, la société Carmat a par exemple été fondée en 2008, après 15 ans de recherche et 35 expérimentations d'implantation sur des veaux. Il aura donc fallu environ 30 ans entre les premières recherches et la mise sur le marché du cœur artificiel. Merci d'avoir suivi ce cours sur l'innovation dans le domaine de la santé. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous contacter directement sur notre chat. À bientôt sur Prep Academy.